Je me présente, je m'appelle Bintasso, j'ai 26 ans et j'ai un gros défaut. Enfin, j'avais un gros défaut, que fort heureusement, j'ai corrigé depuis. Il en aura fallu du temps pour cela. Et un malheureux événement. J'étais acheteuse compulsive. En effet, j'ai toujours aimé faire du shopping sur Internet et acheter des produits, et ce depuis que j'en ai eu la capacité financière. Je me souviens de mon tout premier achat. J'étais comme une folle. J'avais commandé 2 crèmes bio, assez chères d'ailleurs. J'en ai offert une à ma mère, j'ai gardé l'autre. Beaucoup de gens n'ont pas confiance aux commandes sur Internet. Ils pensent qu'on va leur voler leur carte bleue ou que de méchants hackers vont piller leur compte bancaire. Moi, je n'ai jamais cru à tout cela. En réalité, ce genre d'escroquerie n'arrive que très rarement, en comparaison aux millions de commandes effectuées chaque jour. Je savais que la pratique existait. Cependant, cela ne m'a jamais empêché d'assouvir mon besoin compulsif, ni freiner dans mes envies. Dans mon cas, les achats en ligne sont devenus une véritable obsession. À l'époque, je pouvais dépenser la moitié de mon salaire juste sur des marketplaces. À force d'acheter toujours plus, j'ai emmagasiné tellement de bibelots, de produits cosmétiques et d'objets dans mon minuscule studio que je ne savais plus trop quoi en faire. C'est surtout lorsque j'ai vu les cartons déchirés s'entasser dans un coin de mon unique pièce de vie que j'ai pris conscience du problème. Alors, parce que je l'estimais nécessaire, j'ai décidé de parler de mon trouble avec d'autres personnes. J'ai d'abord beaucoup échangé sur des forums en ligne. Au fil de ces échanges, j'ai remarqué que nous étions nombreux à souffrir de ce syndrome né du modernisme. Une chose en amène forcément une autre. Je me suis créé un compte Instagram sur lequel je désirais entretenir des interactions, sous forme de foire aux questions. Je discutais alors avec des personnes que je ne connaissais pas. De Bintasso, la petite animatrice en accueil de loisirs, je suis passée à Binta Life, la malade mentale des commandes. C'était mon nouveau blaze. J'étais assez fière de celui-ci. Il sonnait à l'américaine. Je faisais beaucoup de live, essentiellement le soir, lorsque je rentrais du boulot. J'étais fatiguée, pourtant la passion et l'échange me poussaient à continuer. Derrière mon écran, je ne voyais pas le temps passer. Progressivement, c'est devenu hyper chronophage. Je ne pensais plus qu'à cela. On peut dire qu'Instagram, outre le fait de me bouffer tout mon temps libre, a également joué un rôle thérapeutique. Je percevais cela d'un œil positif. Ce qui n'était pour moi au début qu'un simple amusement est devenu peu à peu un métier. Les gens étaient de plus en plus nombreux à m'envoyer des DM, pour me remercier, pour me soutenir. Il y avait des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Souvent, ils se disaient être comme moi, qu'ils me comprenaient qu'eux aussi n'arrivaient pas à se réguler. Ce consumérisme poussé à l'extrême, cette envie incontrôlable de consommer toujours plus, je n'étais plus seule. Grâce à ce réseau, je me sentais entourée, soutenue. Lors d'une soirée au restaurant, une de mes amies m'a parlé de la monétisation. Je ne savais pas du tout en quoi cela consistait. Elle m'a expliqué en détail et m'a appris ce soir-là que l'on pouvait gagner de l'argent rien qu'en faisant des vidéos sur YouTube, sans se casser le dos au travail, sans rentrer fourbu. J'ai suivi ses conseils avec attention et le lendemain de notre discussion, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai logiquement incité mes quelques 3000 abonnés Instagram à me rejoindre sur cette plateforme. J'ai posté une première vidéo qui a très vite pété le score. 400 000 vues en une semaine. 2340 de mes abonnés sur Instagram m'ont suivi dans cette nouvelle aventure. J'étais impressionnée par mon pouvoir de persuasion, impressionnée par leur fidélité. Je ne m'en étais jamais cru capable. Pour dire la vérité, au début, je m'en suis tout de même un peu voulu d'attirer autant de monde. Je me sentais comme un gourou de secte profitant de la naïveté des gens. L'argent m'a vite fait oublier ces pensées négatives. Plus que jamais motivée, j'ai immédiatement tourné une deuxième vidéo, puis une troisième, toujours avec les moyens du bord. Un téléphone, un anneau lumineux et un trépied. Le tout posé en équilibre sur ma coiffeuse suffisait amplement. Dans mes vidéos, je faisais du unboxing, commander des produits sur le net, les recevoir et les déballer avec mes abonnés en live. Je donnais mon avis dessus. Je riais, j'étais bien, j'achetais tout et n'importe quoi, de la brosse à dents en forme de super-héros à la gourde lumineuse, des perruques au tablier imprimées de slogans comiques. Peu à peu, les abonnés montaient. Les 7000 sont arrivés, suivis des 8000, jusqu'à atteindre les 50 000, un chiffre vertigineux. Ma chaîne plaisait, mes contenus cartonnaient, Binta Life brillait de mille feux. Mon quotidien si banal jusqu'ici parlait à beaucoup de monde. Chaque jour, je recevais des milliers de messages, auxquels, bien entendu, je ne pouvais plus répondre. J'étais dépassée par mon propre succès. J'avais l'impression d'être devenue une star, une célébrité. Cela me flattait. En vue de cette soudaine réussite, les marques se sont alors mises à me contacter et me payer pour que je parle de leurs produits. C'est comme cela que j'ai pu gagner ma vie.
En seulement 6 mois, grâce à la monétisation et aux différents partenariats développés, j'ai amassé plus d'argent que durant mes 10 années d'animatrice en centre de loisirs. C'est logiquement que je suis donc partie sans me retourner de la municipalité dans laquelle j'étais employée. Personne n'a compris ma décision. Moi, je savais où j'allais. Plus je gagnais d'argent grâce à Internet, plus j'achetais des produits. Plus j'achetais des produits, plus j'avais de la matière pour mes vidéos. C'était un plan bien ficelé. Tous les rouages s'imbriquaient les uns dans les autres avec tant de facilité. Bientôt, mon petit appart de banlieue ne fut plus assez grand. J'avais besoin d'espace pour mon activité. Il me fallait une pièce de tournage. Et chose primordiale, une de stockage. J'essayais d'offrir certains accessoires à mes proches, mes amis ou ma mère. J'en jetais aussi pas mal ou postais des annonces sur des plateformes de vente en ligne. Pour des raisons pratiques, j'ai donc cherché un autre appartement que j'ai trouvé super vite avec l'aide d'une de mes connaissances. Tout s'enchaînait si rapidement, comme porté par une vague de positivité. La même année, j'ai rencontré un gars. On a discuté au début sur WhatsApp et puis on s'est vu plusieurs fois. Il s'appelait Dayé. Ensemble, on faisait la tournée des Grands-Ducs. Resto, cinéma, j'aimais l'inviter. J'en avais les moyens et surtout, il me plaisait. Il avait tout pour lui. J'essayais de jouer mes meilleures cartes. À ce moment-là, je voulais l'impressionner avec mon argent. Je voyais que cela le gênait parfois, que j'insiste pour payer l'addition ou que je lui offre des cadeaux. Quand on aime, on ne compte pas. Ni son argent, ni son temps. Il est devenu ma priorité. Avant même mes réseaux, un vrai amour fusionnel. Seulement, 1 an après la création de Binta Life, j'étais en couple avec Dayé et nous attendions à un heureux événement. Nous avons emménagé ensemble, j'étais totalement épanouie, j'étais fière de ce que j'étais en train d'accomplir. En parallèle, je continuais mes publications, ma communauté s'élargissait, mon nom sur Internet prenait une autre dimension. Je me suis professionnalisée, j'ai recruté ma meilleure amie, Awa, qui a endossé le rôle d'agent, et un monteur vidéo, jeune et talentueux, Adam, le fils d'une amie à ma mère. Puis, j'ai eu quelques complications durant ma grossesse. Je n'arrivais plus à me lever, je devais rester alitée, au risque de perdre mon enfant. Nous nous étions avancés sur les vidéos. Pendant ma grossesse, je n'ai quasiment rien fait. J'ai dû réduire la cadence, pas le choix. Je n'avais que 10 vidéos d'avance que nous postions à intervalles réguliers. C'était relativement peu comparé à mon précédent rythme. J'arrivais à poster également des stories, de temps à autre, néanmoins, ce n'était plus pareil qu'auparavant. Pendant ce temps, ma communauté continuait de s'élargir. J'étais en train d'accoucher quand la barre des 500 000 abonnés a été dépassée. Je ne réalisais pas réellement. Je me suis concentrée sur mon fils, Alassane. Tous les mois, je recevais toujours un salaire de la monétisation YouTube, alors que je ne foutais rien. Enfin, professionnellement parlant. À côté de cela, l'accouchement et les nuits passées à allaiter me mettaient complètement HS. La barre du 1 million d'abonnés m'a à peine fait sourire. Normal, j'avais d'autres priorités. J'étais tellement éclatée par la fatigue. Jusque-là, avec Dayé, tout se passait relativement bien. Nous nous embrouillions parfois, comme tous les couples, rien de grave. Je ne parlais jamais de ma vie privée, et encore moins de ma famille dans mes vidéos. C'était une règle que je m'étais promise de respecter. Dayé a beaucoup insisté là-dessus. C'était important de ne pas exposer ce côté personnel de notre vie. Quand Alassane a eu 2 ans, j'ai pu un peu le confier à ma mère. Je pouvais enfin respirer et reprendre mon activité. Cela me laissait plus de temps pour moi, j'avais mes journées pleines et j'allais le récupérer le soir. Outre le fait de pouvoir souffler un peu, la présence d'Alassane faisait plaisir à ma maman. Mamie Djenaba avait enfin un petit-fils à elle. Elle en était tellement fière. Dayé, qui ne travaillait plus depuis la naissance de notre enfant, a voulu reprendre une activité professionnelle. Je pense que le fait que je l'entretienne a pas mal pressionné son ego. Motivé, il s'est mis à chercher du boulot. Il a trouvé un bon poste au sein d'une grande enseigne de luxe. Et grâce à nos 2 salaires plus que confortables, nous avions un train de vie de star. Je kiffais à fond. Moi qui auparavant n'étais pas forcément pratiquante, tous les jours je remerciais le Tout-Puissant de ce qu'il m'apportait. Je me levais le matin pour emmener Alassane chez sa mamie, puis je rentrais dormir. Je profitais de mon temps libre. Awa et Adam charbonnaient pour moi. Ils s'occupaient de tout. Ils géraient même mon emploi du temps. Sans eux, j'aurais été perdue. Peu à peu, je ne saurais dire pourquoi, la situation a commencé à se dégrader, aussi bien à titre personnel que professionnel. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Avec Dayé, nous nous prenions souvent la tête. Le peu de temps où l'on se voyait, nous ne communiquions quasiment plus. Quand il rentrait à la maison, Alassane passait ses nuits à pleurer, j'étais fatiguée de me lever et de m'occuper de lui, fatiguée de le rassurer en permanence, de le consoler, même si c'était mon rôle de mère. Avec Dayé, nous l'avons ramené chez un pédiatre. Verdict, mon petit garçon faisait des terreurs nocturnes. C'était certes impressionnant, mais rien d'inquiétant. Tels furent les mots exacts du médecin. Cela m'a rassurée.
Malheureusement, ces terreurs nocturnes ont empiré lorsque j'ai signé mon contrat de partenariat avec une grande marque de cosmétiques spécialisée dans les perruques afro. En contrepartie de cette signature et d'un joli virement bancaire, je devais créer des posts sur mes différents réseaux sociaux en portant les perruques et en les mentionnant à chaque fois. C'était le seul deal, simple et honnête. Pour une story de 35 secondes sur Instagram, je gagnais entre 800 et 1500 euros net. Imaginez-vous un peu. Mon compte bancaire faisait la fête. Seulement, si j'avais le malheur de garder cette perruque sur la tête devant Alassane, il ne me reconnaissait plus. À chaque fois, cela le terrorisait. Il pleurait et courait se réfugier dans les bras de son père. Certes, à ce moment-là, je gagnais énormément d'argent. Toutefois, une part de moi se sentait coupable. J'en suis venue à me poser des questions. Et si au fond, les terreurs nocturnes de mon fils étaient entièrement de ma faute? J'ai douté de mes capacités à être maman. Je me suis grave remise en question sur ma maternité. Ces questionnements intérieurs ont bousculé mes certitudes. Pour me déculpabiliser, nous avons déménagé. Je pensais que si nous changions de logement, alors notre situation pouvait s'arranger. Le fait de découvrir un nouvel espace de vie ne pouvait que nous faire du bien, à tous les trois. Notre couple battait de l'aile. Daïe rentrait de plus en plus tard et ne me parlait plus du tout. Avec l'argent des perruques et les posts Instagram, j'ai remboursé toutes les factures et dettes que ma mère avait pu accumuler durant sa vie. Je voulais acheter sa sérénité. Mamie Djenaba allait enfin être tranquille. Un de mes objectifs était atteint. Pour moi, ce n'était pas suffisant. Je voyais les choses plus en grand. Mon rêve, nous acheter une villa au Sénégal, une jolie face à la mer et travailler directement de là-bas. Je voulais emmener ma maman avec moi. Elle avait assez subi ici. Selon mes calculs, il me fallait encore 8 mois environ et ce rêve fou deviendrait possible. Je savais que cela rendrait fière ma mère. Elle pourrait ainsi enfin se reposer. Je l'aurais installée dans une petite maison, juste à côté de la nôtre, avec un jardin, des palmiers, un parasol et le calme. Tout près de Saint-Louis et de Boké-Dialoubé, son village d'origine. Loin du tumulte et du ciel gris de la banlieue parisienne, qu'elle puisse finir ses jours dans le calme et l'apaisement. Je voulais proposer cette solution à Daïe. Je craignais, vu son poste, qu'il ne désire pas me suivre. Alors je me suis tue. Je comptais lui en parler plus tard, au moment approprié. Les mois ont défilé rapidement. Rien ne s'est passé comme prévu. Mes abonnés ont commencé à se lasser de mes vidéos. J'avais l'impression qu'ils en avaient ras-le-bol, qu'ils cherchaient autre chose, qu'ils ne m'aimaient plus. Étrangement, des sentiments étaient nés entre eux et moi. Un agréable mélange de confiance, saupoudré d'amitié et de bienveillance. Je savais la cause de ce manque d'engouement. Mes publications tournaient en rond. Mon train de vie devenait routinier, banal. Je ne trouvais plus vraiment de choses à raconter dans mes lives. C'était plat, redondant. J'avais épuisé toutes mes idées. Les contrats ne venaient plus à moi. 2 marques ont même stoppé leur partenariat. En peu de temps, j'étais passée d'influenceuse adulée à has-been. Puis Hawa est tombée enceinte. Elle m'a gentiment fait comprendre qu'elle ne pouvait plus assurer son rôle d'agent, du moins pendant sa grossesse. Je ne lui en ai pas voulu. Comment aurais-je pu lui en vouloir? J'ai essayé de recruter quelqu'un. Cependant, le poste n'intéressait personne. Qui a envie d'être l'agent d'une has-been? Internet ne pardonne pas. Le buzz vient et repart. Vous pouvez être adulé le lundi et détester le mardi. Je m'en rendais compte. Il fallait absolument que je trouve un moyen fiable et rapide de me renouveler. Du côté de mes abonnés, c'était la chute libre. Ceux-ci quittaient tous ma chaîne, les uns après les autres. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même, car je ne leur proposais plus rien d'original. Bien qu'Adam réalisait toujours mes montages, il n'avait plus la même pêche qu'au début. En privé, il avait eu de nombreuses propositions, de contrats plus intéressantes. Et je le sentais fébrile. Bientôt, lui aussi allait me quitter. C'est là que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Pour remonter les vues, j'ai décidé de parler de mon fils. Au début, je racontais ce qu'Alassane faisait à l'école. Fier, je partageais sur la toile ses dessins, ses peintures. J'ai vu que cela plaisait pas mal, les mamans s'y intéressaient. Alors, je ne l'ai plus déposé chez ma mère. Ma décision a beaucoup fait râler mamie Djenaba. Nous nous sommes pris la tête. De mon côté, j'ai commencé à filmer Alassane dans son quotidien, à le mettre en scène, prendre la moindre de ses répliques d'enfant. Il commençait à parler, il était si drôle, il faisait rire tout le monde sur le net. Du coup, mon concept de vidéo se métamorphosait. Il était nouveau, réel et surtout spontané. Sans m'en rendre compte, je l'ai livré en pâture à la toile. Tous les jours, je le gardais avec moi et tous les jours, je le filmais. Certaines journées, je refaisais les prises de vue des dizaines de fois et Alassane s'impatientait. Il pleurait, hurlait, se débattait. Normal pour un enfant de son âge. Moi, je me mettais à lui crier dessus. Je voulais qu'il soit le plus présentable possible,
que les personnes le voient sous son meilleur angle, qu'il soit beau devant la caméra. Je ne tolérais pas ces crises. À cause d'elle, je perdais beaucoup de temps. Quand Daye est tombé sur mes vidéos YouTube, il a littéralement pété les plombs. Il m'a même insulté pour la première fois depuis que nous nous connaissions. Il m'a traité de cinglée et d'inconsciente. Je l'avais totalement mérité. Je n'avais pas tenu ma promesse. Notre pacte était rompu, notre couple également. Pour lui, ce que j'avais fait relevait carrément de la trahison. Il a voulu emmener Alassane avec lui ce soir-là. Je m'y suis opposée physiquement. Je l'ai menacé de porter plainte pour enlèvement. Je me suis comportée comme une garce, je dois le reconnaître. Il a levé la main vers moi, mais finalement ne m'a pas touchée. Son poing a fini tout droit dans le mur du salon. En me frappant, Daye savait qu'il avait bien trop à perdre. S'il m'avait touché ce soir-là, je l'aurais fait condamner sans aucun remords. De toute façon, il ne m'aimait plus comme avant, même si moi je l'aimais toujours. Je ne pouvais pas perdre la garde de mon fils. Je comprenais sa réaction, car je l'avais trahi, mais je faisais tout cela pour nous, pour notre villa au Sénégal. Bien évidemment, il ne l'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit. Je n'ai pas eu le temps de lui parler de mon projet. Alors, ce soir-là, il a pris quelques affaires et s'est barré chez son frère. Il m'a dit qu'il voulait faire une pause. Je suis restée seule à chialer comme une gosse. Dès qu'il a claqué la porte de la maison, je suis partie voir Alassane. Mon petit ange dormait à point fermé. Il était si beau dans son joli petit pyjama blanc. J'ai remis la couette sur lui, puis je lui ai déposé un bisou sur le front. Dieu merci, il n'avait rien entendu de notre dispute. J'étais soulagée. Une fois revenue au salon, je me suis posée sur le canapé, j'ai pris mon plaid et mon téléphone. J'ai eu une idée. Je n'étais pas sûre que ça allait marcher, toutefois, il fallait absolument que je tente le coup. J'ai été dans ma chambre, récupérer mon trépied et mon anneau lumineux. J'ai tout installé sur ma table basse face au canapé. Je voulais trouver du réconfort. Je me suis connectée sur Instagram, j'ai déclenché un live et me suis filmée en train de pleurer. Les larmes perlaient sur mes joues, accentuées par la lumière de l'anneau. En pleurs, je trouvais mon visage magnifique, comme sublimé. Et là, miracle, les vues sont montées, comme jamais elles n'étaient encore montées depuis. Les messages de soutien affluaient, nombreux, si nombreux que j'ai retrouvé le sourire. Au vu de ce nouveau succès, je me suis remis en tête la villa au Sénégal. Pourquoi tu pleures, Binta? C'est ton mec, c'est ça? Le salaud. Les gars tous pareils. Il t'a frappé? Tu veux qu'on aille le menacer? Quel fils de pute! Soutien pour Binta Life, fuck les bâtards. En 2 heures de live, j'ai eu des milliers de commentaires, des milliers de messages. Binta Life revivait enfin. Je retrouvais ma communauté perdue. Mieux encore, une autre me tendait les bras. J'étais tellement bien, tellement heureuse de me sentir soutenue. Pour fêter ça, j'ai bu un verre de rosé, puis 2, puis 3. Je suis restée ainsi, les fesses scotchées au canapé, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone pendant plus de 5 heures. Chaque nouvelle sonnerie de notification me rendait folle de joie. Chaque nouveau message me donnait du baume au cœur. Chaque nouveau commentaire de soutien ravivait mon espoir. Bintasso, 1. Daye Diallo, 0. J'essayais de me convaincre que j'étais la gentille de l'histoire, la victime de ce pervers narcissique, même si je savais que tout était faux. La perverse, c'était moi. Cette nuit-là, je lui ai écrit un message sur fond d'alcool, accompagné d'un émoticône cœur. Je lui déclarais de nouveau ma flamme, le suppliant de revenir. J'étais sûre qu'avec ce petit message, tout allait s'arranger entre nous. Il ne m'a pas répondu. Le rosé aidant, j'ai commencé à somnoler. La lumière de l'anneau me faisait mal aux yeux. Avant d'aller me coucher, je suis partie voir Alassane dans sa chambre. Aucune trace de mon fils. Son lit était vide. J'ai commencé à paniquer. Je voyais trouble. Le sol bougeait sous mes pas. Mes jambes vacillaient, molles. J'avais l'impression qu'elles étaient faites en coton. J'ai commencé à hurler son prénom, comme une folle. Aucune réponse. Alassane avait disparu. Quand je suis arrivée dans ma chambre, il était étendu sur la moquette, inanimé. Sur sa tête, il avait enfilé une de mes perruques. À côté, traînait une petite bouteille de dissolvant, ouverte et renversée. J'ai remarqué avec stupeur qu'Alassane en avait partout sur ses lèvres. Le liquide les faisait briller. Sa bouche écumeuse était gonflée. Ses yeux révulsés fixaient le plafond de la chambre. J'ai de nouveau hurlé lorsque j'ai compris. Alassane était mort, empoisonné. Tandis que je passais mon temps à me faire réconforter sur mon live, il était entré dans ma chambre, avait grimpé habilement sur ma coiffeuse, à l'aide d'une chaise et je ne sais pour quelle raison, avait bu l'intégralité de ma bouteille de dissolvant à ongles. Une vieille marque, vestige d'un ancien partenariat. Je ne sais pas si mon fils a crié, ni combien de temps cela a pris. Je ne sais pas s'il a souffert. Le pire, c'est que je n'ai même pas entendu mon enfant mourir. Moi,
enfermée dans ma bulle, hypnotisée par mon live, trop occupée par les nombreux messages de soutien de mes followers, des messages de réconfort virtuel. Quelques mois après ce drame, j'ai été condamnée pour défaut de vigilance ayant entraîné la mort sur mineur de moins de 6 ans. J'ai pris 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Je n'ai pas voulu faire appel. Mon avocat me l'a déconseillé. Et puis pourquoi faire appel? Je suis la seule responsable de cet accident. Oui, j'assume, j'ai les épaules larges. Tous mes amis m'ont tourné le dos. Ma mère ne veut plus m'adresser la parole. Daïe non plus. Je sais qu'il a refait sa vie. Je suis triste, mais je ne lui en veux pas. Mon rêve de villa au Sénégal s'est depuis envolé, évanoui, dans un épais brouillard de tristesse. Même si j'ai tout perdu ce soir-là, mon fils, mon homme, ma mère, j'ai tout de même été guéri de mon addiction. Mes abonnés ne m'ont jamais pardonné d'avoir laissé mon fils mourir ainsi, car forcément, ils l'ont su sur Internet, tout se sait. Chaque fois que je pense à Alassane, que je revois sa petite bouille d'ange, j'ai envie de me donner la mort. Dans notre religion, le suicide est un immense péché. Alors, je ne le ferai pas. J'ai bien trop peur du châtiment de Dieu, plus encore que de la mort elle-même. Seule ma foi me retient. Ce qui me réconforte, c'est de savoir que malgré tout cela, je suis restée plus de 3 mois dans les top tendances sur les réseaux. Un bad buzz reste un buzz tout de même. Les insultes pleuvaient, elles pleuvaient à torrents, mais tout le monde parlait de moi. Mon nom était cité à chaque fois. Instagram, qui jadis me soutenait, avait rapidement retourné sa veste, me livrant ainsi en pâture aux vautours. Binta, chienne, tueuse d'enfants, salope. J'espère que tu iras brûler en enfer. Elle mérite la peine de mort, cette folle. On a même écrit plusieurs articles sur mon histoire. Parmi les dizaines, mon titre préféré, c'est celui-ci. Binta Life ou la dérive des réseaux sociaux? C'est de loin l'article le plus respectueux. Bien qu'il stipule que je sois fautive, il est également notifié noir sur blanc que je possède notamment des circonstances atténuantes. Je suis assez d'accord avec la vision de cette journaliste. Je lui ai adressé un courrier du fond de ma cellule afin de la remercier. Certes, je suis passée de l'autre côté du miroir, mais après tout, j'ai tout de même été quelqu'un. Au moins une fois dans ma vie, j'ai été importante aux yeux d'1 million de personnes. 1 million d'abonnés, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? En plus, depuis que je suis sortie de prison, j'ai créé un nouveau compte. J'y parle de mon expérience derrière les barreaux, de mes peurs, de mes peines, de mes instants de joie également. Je n'ai pas encore beaucoup de followers, mais je sens que cela ne devrait tarder. Si tu me soutiens, s'il te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi. Binta Life est de retour sur la toile.